suivre les programmes de la télévision Africa, la chaîne du continent. Aujourd'hui, votre émission Questions à débattre est consacrée à l'innovation et aux start-up. Le Sénégal s'est doté d'un cadre légal inédit, le start-up, une loi qui vise à soutenir les entrepreneurs, encourager l'innovation et accélérer la transformation numérique du pays. Pour en discuter, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau de questions à débattre Madame Khadija Touré, responsable investissement start-up au Sénégal. Bonsoir Madame Touré. Bonsoir Mme Fatou. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est mon plaisir. Ravie d'être ici avec vous. Alors Madame Touré, avant d'entrer dans les détails du start-up, dites-nous quelle place occupe la transformation dans la stratégie de développement du Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal est à un tournant. On a eu une alternance en 2024 et à l'issue de cette alternance, une vision, une feuille de route a été édictée par le gouvernement en place, à savoir la vision Sénégal 2050. Et une des priorités qui a été adressée, c'est le numérique. La preuve en est que la première stratégie opérationnelle qui a découlé de cette vision Sénégal 2050, c'est le New Deal technologique, qui est la stratégie du gouvernement sénégalais sur les aspects numériques. C'est pour dire le niveau d'importance et d'urgence, que n'en est plus vraiment un, puisqu'on est en train aujourd'hui de parler du numérique comme transverse. Le numérique est aujourd'hui un moyen d'optimisation, un moyen de bonne gouvernance, un moyen de transparence et qui est complètement en phase avec les orientations et les alignements de la vision Sénégal 2050. Donc, alors, Madame Touré, aujourd'hui, le numérique n'est plus un simple outil, mais un moteur de croissance. Complètement. C'est vraiment un moteur de croissance et c'est ce qui va permettre au Sénégal de pouvoir jumper, passer d'un stade A actuel à un stade B qui est beaucoup plus avancé que ce qu'on aurait pu avoir sans le numérique et qui va dépasser de loin ce qu'on peut voir dans les pays où le numérique n'est pas une priorité. D'accord. Pourquoi est-il nécessaire pour le Sénégal de mettre une loi dédiée aux start-up? Excellente question. Sur ce point en particulier, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une start-up aujourd'hui, elle a quelques particularités par rapport à d'autres entreprises. À savoir, c'est une entreprise qui est jeune, qui est innovante et qui, par ricochet, est risquée. Risquée dans le sens d'un investissement. Aujourd'hui, mettre de l'argent ou n'importe quelle autre forme de ressources dans une start-up est plus risqué que de le mettre dans une autre forme d'entreprise. Mais pour pouvoir justement favoriser ce type d'entreprises qui sont très porteuses de valeur ajoutée, il était important qu'à un moment donné que le Sénégal puisse les reconnaître, puisse mettre en place un cadre qui soit un cadre réglementaire, je veux dire, qui soit adéquat et qui permette donc à ces entreprises d'être créées et d'être promues, d'où la création de la loi 2020-01, plus connue sous le nom de Startup Act. D'accord. Cela signifie qu'avant cette loi, il y avait un véritable vide juridique. Effectivement. Avant cette loi, il y avait zéro définition de ce que c'était une start-up. C'était plutôt un terme qu'on entendait, qui était souvent utilisé dans l'écosystème entrepreneurial. Et d'ailleurs, l'utilisation qu'on en faisait avant la loi et la définition, en tout cas, que donne la loi d'une start-up sont un peu éloignées dans le sens où la définition que donne la loi, elle est un peu plus élargie et permet de prendre en compte une catégorie d'entreprises qui ne l'était pas forcément avant. D'accord. Pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que le start-up en termes simples? Je vais simplifier à outrance peut-être, mais c'est 4 critères. C'est une entreprise qui est relativement jeune, donc il y a moins de 8 ans d'âge, qui est innovante ou en tout cas a un potentiel d'innovation, qui a de l'impact ou a un potentiel d'impact et surtout qui est sénégalaise de par sa constitution. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit une entreprise qui soit localement implantée ou une entreprise qui est implantée, en tout cas qui est portée par des promoteurs de la diaspora, dès l'instant où il y a un pourcentage d'actionnaires sénégalais, ça rentre dans la définition de ce qu'on entend par start-up au sens de la loi 2020-01. D'accord. Quels sont les principaux avantages auxquels ont droit les start-up labellisées? Les start-up labellisées auront droit à beaucoup d'avantages. Et c'est l'importance de cette loi pour l'écosystème entrepreneurial. Quand on parle de création et de promotion de la start-up, il est important de se coller à leurs besoins. Et un des besoins qui ressort, c'est vraiment cette question autour de la fiscalité. Les jeunes entreprises n'ont pas forcément les moyens de payer des impôts. Et donc,
un des premiers incitants à avoir été mis en place avec cette loi et son application, c'est les incitants fiscaux. Aujourd'hui, les startups labellisées auront droit à des exonérations et ou à des réductions d'impôts sur des sujets autour de la TVA, de l'IS, de l'IR. Donc ces impôts qui sont courants, qui pèsent lourd sur la trésorerie des entreprises, mais qui aujourd'hui peuvent être exonérés pour leur permettre en tout cas d'atteindre une taille critique. On va avoir aussi des incitants sociaux, permettre à ces startups de ne pas avoir à payer plein pot des cotisations sociales. Ça peut être des avantages douaniers, pouvoir importer du matériel en lien avec l'innovation ou avec la recherche de modèles économiques sans pour autant avoir à payer des droits de douane qui soient à un niveau normal. Ça peut être aussi l'accès prioritaire au marché public parce qu'il y aura une discrimination positive qui sera faite au niveau des startups pour leur permettre d'avoir plus de facilité à décrocher les marchés de la commande publique. Donc il y a l'aspect de financement parce que la loi prévoit la mise en place d'un véhicule de financement qui va permettre à ces startups labellisées de recevoir des investissements et de cette façon de financer leur croissance et leur passage à l'échelle. Est-ce que tout cela est réellement accessible? C'est tout l'intérêt de pouvoir avoir la CEAC. La CEAC, c'est la commission d'évaluation, d'appui et de coordination, qui est le bras armé de l'État pour pouvoir opérationnaliser cette loi, la Startup Act. Et qu'est-ce que la CEAC fait? C'est de pouvoir jouer ce rôle de coordonnateur, de liant en tout cas, pour pouvoir s'assurer que les promesses de la loi soient tenues. Et donc aujourd'hui, on a des parties prenantes multiples sur cette loi, parce que quand on parle d'incitants fiscaux, c'est la DGID. Quand on parle d'incitants sociaux, c'est les institutions. Quand on parle de la douane, c'est la direction de la douane. Et l'objectif, c'est que la CEAC, justement, par le démembrement opérationnel et ou stratégique, puisse tenir compte de ces aspects et permettre à ces startups-là de pouvoir bénéficier de ces incitants dès l'instant où elles ont le label. Et au SAE aussi, parce qu'on parle beaucoup des startups quand on parle de Startup Act, mais cette loi prévoit aussi l'accompagnement des jeunes entreprises, à savoir les structures d'accompagnement et d'encadrement qui, elles aussi, vont bénéficier d'avantages qui sont également prévus et qui seront complètement accessibles dès l'instant où la labellisation et ou l'agrément seront donnés. D'accord. Est-ce que vous avez recensé il y a combien de startups ici au Sénégal? Il y a un recensement qui existe, mais comme je le disais, avant cette loi, la définition qui était donnée de start-up n'est pas la même que celle que prévoit la loi. Donc forcément, au lancement, on va recenser des entreprises qui ne se considéraient pas comme des start-up. Donc ce recensement, il est à améliorer et dans ce sens, une plateforme a été mise en place par la CEAC pour pouvoir permettre d'enrôler les entreprises, de pouvoir s'assurer de leur conformité à des critères d'éligibilité. Et cette plateforme sera également l'outil qui va permettre de faire cette cartographie et donc d'avoir cette information le plus justement possible et quasiment en temps réel sur une longue durée. D'accord. Depuis la mise en place de cette loi, quels résultats avez-vous obtenus? Observé du moins. Donc cette loi, en tout cas l'opérationnalisation de la loi est relativement jeune. Le lancement a été fait le jeudi 20 novembre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le cadre de gouvernance est déjà défini. La loi a été votée, un décret d'application a été promulgué et ce décret d'application prévoit qu'il y ait un comité de labellisation qui permette donc d'approuver les labels et les agréments. Donc ça veut dire que le cadre de gouvernance, il est déjà là et opérationnel. Il y a une plateforme, comme je disais, qui permet d'enrôler et de pouvoir créer ce lien entre les différents acteurs de l'écosystème, à savoir d'abord les startups et les SAE, mais par ailleurs, peut-être d'autres acteurs importants, peut-être les investisseurs, les pouvoirs publics, ce qui peut arriver par la suite. Et surtout, ce qui est mis en place et important, c'est que ces incitants fiscaux, sociaux, douaniers, etc., qui ont été mentionnés, ont été reportés pour pouvoir être appliqués au plus juste dès l'obtention de l'application de la loi, à savoir dès les premières labellisations et agréments. D'accord. Quels sont aujourd'hui les obstacles que vous rencontrez dans l'application des startups? Donc, peut-être, je ne le dirais pas comme obstacle encore, parce que, comme je dis, c'est une loi dont l'application est relativement jeune.
Mais les points d'attention, peut-être qu'on peut noter, c'est l'adoption. Parce qu'aujourd'hui, on a une loi qui peut être perçue comme une loi élitiste, ce qui n'est pas le cas. La Startup Act est une loi qui a été votée et qui vise à enrôler et à labelliser le maximum de startups d'un côté, à agréer le maximum de SAE pour pouvoir créer un écosystème de l'innovation et de l'entrepreneuriat favorable au Sénégal. Donc cette adoption est un défi que nous allons relever. En quoi faisant? En travaillant beaucoup sur notre communication, permettre donc aux gens de savoir ce qui se passe avec cette loi, qu'est-ce qu'elle prévoit, qu'est-ce qu'elle ne prévoit pas, quels sont les obstacles qui peuvent se positionner pour des aspirants à bénéficier aux incitants et aux promesses de cette loi. Ça peut être aussi cette question autour de la pérennisation du dispositif. Parce que souvent, il peut arriver que justement, sans animation en tout cas de cette loi, de cette plateforme, de cet écosystème, que ce soit un dispositif qui devienne obsolète. Ça aussi, c'est un point d'attention auquel il va falloir qu'on fasse attention. Et ça veut dire qu'il y a une loi qui existe, mais dans 10 ans, elle sera peut-être obsolète et il va falloir s'assurer que le dispositif réglementaire soit toujours en phase avec les besoins de l'écosystème, du marché, du pays. Et ça, c'est des éléments sur lesquels nous sommes très regardants, sur lesquels nous travaillons d'emblée et nous souhaitons de toute façon que la CEEC soit un instrument de production d'intelligence à un moment donné, parce que cette information-là doit être utilisée pour en faire quelque chose qui alimente les discussions avec les pouvoirs publics, qui donne de la visibilité sur cet écosystème, qui attire des investisseurs, parce que là où il y a de la lisibilité, forcément il y a de l'attirance, et tout ça, ça concourra à créer un écosystème de l'innovation dynamique au Sénégal. D'accord. Est-ce que des sanctions sont prévues par cette loi des startups? Bien sûr, tout à fait. Et les sanctions sont prévues dans les cas où les startups non seulement les startups et les SAE, non seulement ne respecteraient plus les conditions d'éligibilité, mais en plus de ça, dès l'instant où il y aura des soupçons de malversation, des soupçons de détournement d'objectifs, c'est des éléments qui sont prévus par le décret d'application et qui prévoient donc des mesures et des dispositifs qui vont de la notification, donc voilà, jusqu'au retrait de l'agrément et ou de la labellisation. Donc bien sûr, c'est une loi qui reste encadrée quand même. D'accord. Chers téléspectateurs, je rappelle que vous suivez votre émission Questions à débattre avec comme invitée Madame Khadija Touré. Alors, nous allons élargir notre discussion à l'innovation. Elle ne s'arrête pas simplement au Sénégal. Aujourd'hui, la sous-région aussi ouest-africaine avance aussi vers une transformation numérique. Alors, comment le Sénégal s'inscrit dans ce mouvement? C'est ce que nous allons voir. Alors, Madame Touré, où en est-il avec l'intégration numérique au sein de la CEDEAO? Donc aujourd'hui, le Sénégal, je pense, reste très aligné avec les orientations de la CEDEAO en matière de numérique. Nous avons cet objectif d'être connecté, d'être digital et surtout d'être moderne. Et tout ça, ça va dans le sens des orientations, en tout cas de la mouvance qu'on peut noter dans tous les pays de la CEDEAO actuellement. Et nous y travaillons parce que nous avons une stratégie numérique déjà au Sénégal et ce n'est pas la première que nous avons, c'est celle qui est la plus avancée et qui est la plus élaborée par rapport au contexte actuel. Nous avons des programmes dans ce sens. New Deal technologique, c'est 12 programmes prioritaires, 50 projets qui découlent de ces 12 programmes et qui couvrent toutes les couches de ce qu'on appelle le numérique, en allant de l'infra jusqu'aux usages. Et ça concourt à s'aligner en tout cas, avec les ambitions de la CEDEAO, pour ne pas dire surperformer par rapport à ces ambitions-là. Alors, en ce qui concerne l'harmonisation des lois dans la sous-région, des startups dans la sous-région. Donc, aujourd'hui, le Sénégal est un des premiers pays de la sous-région à s'être doté d'une loi startup. Donc, le premier, c'est la Tunisie, le deuxième, c'est le Sénégal. Donc, c'est pour dire, on est en avance par rapport à l'adoption de cette loi. Après, on va rester très lucide. En termes d'application, nous ne sommes pas en avance parce que cette loi n'a jamais été encore appliquée. Mais nous avons très bon espoir qu'au moment de son application, nous pouvons aller plus loin que ce qu'on a déjà observé dans certains pays. Donc, naturellement, beaucoup de pays ont actuellement
soit ont déjà adopté ou soit sont en train d'adopter une loi pour la promotion et la création et la promotion des startups, en tout cas l'équivalent de notre Startup Act, et sont en train de l'opérationnaliser. Maintenant, le défi est de pouvoir tenir les promesses de cette loi, de pouvoir s'assurer que ça soit un instrument de développement du secteur privé, des jeunes entreprises et de la création de valeur d'impact et d'innovation. Alors, est-ce que le Sénégal peut-il considérer comme un leader régional du numérique? Je pense que oui, quand même, parce que nous sommes pionniers et précurseurs sur beaucoup de choses. Quand on prend l'Afrique subsaharienne et plus particulièrement l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal est un des pays, pour ne pas dire le premier pays à avoir eu une Startup Act. C'est également un des pays avec l'écosystème entrepreneurial le plus dynamique. Aujourd'hui, il suffit juste de sortir un peu et de se comparer à d'autres pays. On se rend compte que le Sénégal est en train de faire très bien par rapport à certains de ses voisins. Et surtout, nous sommes sur la bonne voie pour pouvoir aller plus de l'avant. Parce que comme je dis, nous avons un cadre réglementaire, nous avons des outils et des incitants qui nous permettent en fait d'enrôler un peu tout cet écosystème-là. Mais c'est clairement pas la ligne d'arrivée. Nous sommes vraiment en train de travailler à faire du Sénégal un hub technologique et d'innovation. Donc nous pouvons déjà être perçus comme un pionnier, comme un leader, mais surtout, notre ambition est vraiment d'être un leader régional. D'accord. Aujourd'hui, quelle coopération existe aujourd'hui entre le Sénégal et ses voisins, par exemple le Mali, le Niger, les pays de la sous-région pour soutenir les startups? Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord clairement formalisé autour des startups avec ces pays-là. Par contre, ce qui existe, c'est qu'il y a de la coopération dans le sens où il y a des échanges. Comme je le disais, le Sénégal est pionnier. Il est un des premiers pays à avoir adopté une Startup Act en Afrique, après la Tunisie. Et donc, naturellement, tous ceux qui ont pour ambition d'en mettre une en place devront naturellement passer par la case Sénégal pour comprendre ce qui s'est fait, comment on est arrivé à l'aboutissement de ce processus et en quoi c'est un levier de développement. Donc, nous sommes complètement ouverts à aider ces pays parce que, encore une fois, nous ne pouvons pas ambitionner d'être un hub technologique et d'innovation en Afrique et ne pas jouer ce rôle de mentorat et d'accompagnement potentiellement pour des pays qui le souhaiteraient et qui voudraient s'inspirer de ce que nous, on a déjà fait sur la Startup Act et ce qu'on va faire en tout cas. D'accord. Quels sont les défis en cybersécurité? Les défis en cybersécurité sont énormes. Peut-on imaginer une stratégie commune? Il y a en réalité déjà une stratégie commune autour de la cybersécurité parce que c'est un sujet tellement actuel. Et aujourd'hui, on en est à une ère où la donnée, c'est le nouveau pétrole. Donc forcément, tout ce qui vient autour doit être protégé. Et les pays africains ont compris que seuls, ils n'auront pas forcément les moyens de faire face. Donc, il existe une stratégie commune et qui est en train d'être déployée. Et en particulier, le Sénégal est en train de s'aligner par rapport aux orientations sur ces sujets-là. Et donc, le New Deal technologique ne fait que renforcer, en tout cas, va dans le sens de ce que prévoient ces guidelines, en tout cas régionaux, réglementaires. Alors, parle-nous un peu de New Deal technologie. Donc, comme je disais tout à l'heure, le New Deal technologique, c'est la stratégie numérique du Sénégal. D'accord ? C'est la première déclinaison opérationnelle de la vision Sénégal 2050 et elle traduit cette vision du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique de positionner le Sénégal comme un champion sur les questions du numérique, de la technologie et de l'innovation. Donc, comme je disais, il découle naturellement de la vision Sénégal 2050, comporte 12 programmes prioritaires qui touchent aux infrastructures, qui touchent à la formation, qui touchent à l'investissement, qui touchent même aux déclinaisons sectorielles du numérique, à l'onboarding du secteur informel. Donc c'est juste pour dire que la réflexion autour du New Deal technologique est très large et permet en fait d'embarquer tous les sectoriels et surtout
de permettre la digitalisation de l'administration qui est perçu en tout cas comme un des leviers de performance et d'avancement de nos pays. Et ça, c'est quelque chose qui va révolutionner juste nos façons de faire. On parle par exemple d'un guichet unique qui va permettre de digitaliser les certificats de naissance par exemple, en tout cas les extraits de naissance. Et tout ça, ça concourt juste encore une fois à faire du Sénégal une société numérique, une société égalitaire en la matière et où il n'y a pas de fracture nécessairement entre les différents pôles, où tous les citoyens sont logés à la même enseigne en matière de droit par rapport au service de l'État, ce genre de choses. Donc, pour revenir à ce point, c'est aujourd'hui vraiment la feuille de route du ministère de la Communication, des Télécommunications, du numérique sur les sujets numériques, que ce soit la digitalisation de l'administration, mais aussi ses applications un peu plus déclinées sectoriellement. Alors, le 20 novembre, vous allez lancer le projet de loi des startups. Parlez-nous un peu de cette journée. Oui, donc le 20 novembre 2025, donc lancement officiel de la Startup Act. On y est, pour de vrai, on lance. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est un lancement sur toute une journée et qui va être fait simultanément sur Dakar et les 7 autres pôles du Sénégal pour permettre plus d'équité territoriale, pour permettre de vulgariser cette information cruciale aux ayants droit, mais surtout aux cibles, s'assurer à un moment donné que l'adoption de cette loi soit bonne, parce que la compréhension sera correcte, en permettant donc aux jeunes de venir rencontrer des équipes de sachants, en permettant à des startups d'exposer et de montrer leurs innovations, à des structures d'accompagnement de faire pareil, au pouvoir public de pouvoir rencontrer tout cet écosystème-là. Et effectivement, il y aura une cérémonie officielle qui va donner le go officiellement à cette loi. Est-ce que des séries de sensibilisation est prévues dans les régions et dans les autres pays? Oui, dans les régions, dans les 7 pôles, parce qu'aujourd'hui, la Startup Act se focalise vraiment sur le Sénégal, même si nous avons une ambition régionale, encore une fois, mais dans les premiers temps, on va se focaliser sur le Sénégal. Donc, bien sûr, il y a une stratégie de communication qui a été élaborée, un plan de com qui en découle. Et l'idée, c'est de pouvoir aller au plus près des populations. Bien sûr, après le lancement, on a prévu de l'animation de l'écosystème et ça nécessite de pouvoir aller auprès de ces cibles. Le fait tout simplement de lancer dans les 7 pôles, ça traduit aussi cette ambition parce que ce n'est pas juste un lancement, c'est tout ce qui viendra après. Parce que pour nous, le lancement, ce n'est que le point de départ. Mais le plus gros du travail se fera post-lancement avec l'opérationnalisation effective, les premières labellisations, les premiers agréments, mais surtout de pouvoir pérenniser ce dispositif-là sur les prochaines années. En fait. D'accord. Un mot à l'endroit de nos téléspectateurs de la diaspora. Vous faites partie de l'aventure. Aujourd'hui, le lancement de la Startup Act, ce n'est pas qu'une affaire nationale, même si c'est sénégalais. Nous vous convions tous à vous joindre à nous parce que ça va être relayé, bien sûr, en multiplex, que ce soit de façon digitale, mais aussi sur les 7 pôles. Et donc, nos amis de la diaspora, ne manquez pas l'événement, ne vous le faites pas raconter parce que vous serez au cœur du dispositif et vous pourrez avoir accès à toutes les informations au même titre que tous ceux qui seront sur place à Dakar ou dans les autres pôles. Merci Madame Khadija Touré pour ces éclairages. La chaîne panafricaine vous remercie de votre disponibilité. Merci beaucoup Mme Fatou. C'était un plaisir de partager ce plateau avec vous aujourd'hui et de répondre à vos questions. Et j'espère juste qu'on aura permis aux téléspectateurs de comprendre un peu mieux ce que c'est et de pouvoir adhérer à ce dispositif qui est pour tous. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre émission Ces questions à débattre. Je vous donne rendez-vous prochainement avec une autre personnalité. Merci et bonne suite de programme.